Qui est l'homme absolument parfait dans l'Empire du Milieu? Quand il tape du pied, les montagnes s'effondrent. Rien ne lui est impossible, et il disperse des fragments de montagnes dans toute la région. Les cristaux cachés dans les montagnes remontent à la surface et aveuglent de leur lumière vive. Les géants, qui dormaient depuis des centaines d'années, se réveillent et sont réveillés par le grondement des pierres. Mais même le géant ne peut pas le contrôler. Quand il saute, les cieux sont à sa portée. Il peut attaquer le plus gros monstre, son attaque sera soudaine. Des éclairs lumineux de blanc, de bleu et de lilas en proviennent. Il lance un rayon de pouvoir sur le visage du monstre, et le monstre ne peut rien faire pour s'opposer à son pouvoir. Quand il balance son épée dans les mers et les océans, la marée commence. Rien ne peut arrêter sa pression furieuse, et on peut à peine le distinguer grâce aux éclairs de puissance multicolores qu'il émet. Des millions d'êtres sensibles de la secte des démons célestes. La tête du géant de pierre tombe de ses épaules, parce que sa volonté est la volonté de Dieu. Mais une telle bataille est difficile même pour lui, et il lui semble qu'il se bat depuis de très nombreuses années. Il est fatigué, et pense qu'il est temps d'en finir avec ça. La tête coupée lui dit que s'il le tue, il restera à jamais dans les abysses des enfers, et demande s'il va mourir avec elle. Le démon répond qu'il résoudra des problèmes complexes, étape par étape, et il commencera par terminer le travail qu'il a commencé. Le chef demande s'il a vraiment de telles intentions, et c'est la raison pour laquelle il a perdu. Sans dire un mot, le Seigneur Céleste brandit son épée, et il l'enfonce directement dans la tête du géant. Un flash lumineux illumine tout l'espace. Bientôt tout sera fini. Le Seigneur Céleste est satisfait de sa victoire. Il se tient enveloppé de rayons de puissance et célèbre sa victoire. Il entend une voix qui dit « Allez-y en premier. Palais impérial de la dynastie Ming. Cité interdite. » Initialement, le palais de Gyeongcheon était censé être le bâtiment le plus luxueux et le plus massif du parc du palais, parce que c'était le palais du Fils du Ciel, l'empereur. Cependant, ce n'est pas la réalité. Le palais du Dieu céleste possède une présence beaucoup plus grande et magnifique que le palais de Gyeongcheon. Cela signifiait que le maître de la cour du Dieu céleste occupait une position plus élevée que l'empereur dans le grand empire Ming. Maître de la cour des dieux célestes, chef de la secte des démons célestes, Jin Huson. Souverain absolu doté d'un pouvoir énorme dans les plaines centrales. Il s'ennuie souvent beaucoup et ne sait pas quoi faire. Il pense qu'il doit devenir fou et essaie de combiner les arts martiaux pour profiter d'une vie remplie de richesse et d'honneur. Il ne veut pas assumer le rôle de chef de secte et estime qu'il ne devrait pas se consacrer à une nouvelle secte. Il ne veut pas tellement faire tout cela qu'il regrette d'être né. Et ses courtisans lui interdisent d'exprimer haut et fort son mécontentement, car ses subordonnés l'écoutent. Shin Ju-keon, un disciple de la secte des démons célestes, estime qu'un dirigeant doit toujours maintenir son intégrité. Jin Yu-sung se demande si Shin Ju-chon se tient derrière lui pour le protéger. Bien sûr que oui, répond l'étudiant. Jin réfléchit à la façon dont Shin Ju-chon peut le protéger. Un tigre ne peut pas protéger un dragon. Personne ne comprend cela. Il se moque de l'étudiant et dit comment peut-il le protéger si Jin bat librement l'étudiant. À quoi Shin répond qu'il connaît sa faiblesse. Cependant, dans une situation difficile, il peut mourir pour son maître. Eh bien, quand commencera la situation difficile ? Demande Jean. Il souhaite vraiment que cette situation se produise le plus rapidement possible. Il s'ennuie. Il regrette que leur royaume ne dispose pas d'une force secrète qui tente de renverser la secte des démons célestes et qui se cache dans le noir. Ou des ennemis extérieurs qui ont préparé et mené l'invasion. Ou le soulèvement de ceux qui refusent de reconnaître le seigneur principal parce qu'il est un étranger. Shin Ju-cheon répond à tout cela qu'il s'est occupé de tous ceux qui ont comploté le complot. Et quant à l'invasion extérieure, ses subordonnés dans les régions occidentales mènent déjà une enquête. Shin Ju-chon dit avec colère à son empereur qu'il a entendu parler du danger venant des anciens et qu'il va tous les éliminer. Jean Husson s'y oppose et ne veut pas causer de problèmes aux personnes âgées. Mais Shin Ju-chon continue de dire qu'il y a une possibilité que les anciens sèment le mécontentement et qu'il les tuera tous personnellement. Jin Yu-sung lui demande de ne pas faire cela parce qu'il a pitié des personnes âgées. Van se penche sur le génie et siffle qu'il nommera ensuite une équipe de surveillance spéciale. Et les jours où il y a ne serait-ce qu'un soupçon de suspicion. Le génie pense tristement que maintenant, à cause de lui, des personnes âgées innocentes sont désormais sous surveillance. Jin regarde par la fenêtre avec espoir et dit qu'il y a un homme debout devant la porte principale. Il espère qu'il s'agit d'un tueur expérimenté et qu'il y aura alors une raison de se battre. Van répond qu'aucun meurtrier ne franchira la porte principale. Un homme entre dans la pièce où se trouve le génie, ouvre la bouche et commence à crier « Laissez le démon céleste gouverner le monde ». Après cela, il tombe à genoux et se cogne la tête contre le sol. Il s'agit de Sangrim, le principal tueur de la secte céleste. Et Jin lui a dit à plusieurs reprises de ne jamais se comporter ainsi. Il était avec Juchon,
Et maintenant Jean se demande « Quel succès avec Juchon est-il plus fort maintenant ?» Et Jean ne comprend pas. Pourquoi faire attention à lui alors? Assassin continue de se cogner la tête contre le sol et crie qu'il est coupable et qu'il mérite de mourir. Jean demande s'il veut vraiment mourir et Assassin répond que non. Jean ne comprend pas pourquoi il a besoin de mentir. Où est-ce que l'assassin se moque de lui en ce moment? Alors Jean se met au travail et veut savoir comment ses collègues se sont comportés dans la région occidentale. Il a entendu dire que la région occidentale possède des armes à feu et une technologie beaucoup plus avancée que la dynastie Ming. S'il y a des artistes martiaux talentueux dans les plaines centrales, est-il vrai que dans la région occidentale, il y a des gens qui pratiquent la magie connue sous le nom de sorciers? Et le génie se demande quelle est leur force. Jean pense que s'il y a un ennemi redoutable, alors Jean ne peut pas simplement rester le gardien des plaines centrales. Et il se demande si ces sorciers sont incroyablement forts et avez-vous besoin de les combattre? L'assassin ne sait pas comment le dire, il balbutie, mais Jean exige d'oublier toutes les formalités et de tout dire rapidement. Van confirme le souhait du propriétaire et demande à l'assassin de parler sans formalité. Sangrim, en réponse à cela, commence à crier fort que tout son voyage a été un enfer. Jean demande « Avez-vous réussi à maîtriser 70% des sorciers? Et combien de fois a-t-il dû se battre ?» Sangrim répond à cela que comme ils étaient considérés comme une force maléfique, il s'est abstenu autant que possible de faire un grand nombre de victimes. Les capacités des sorciers sont excellentes, mais la magie s'est développée avec eux davantage comme une compétence que comme une technique militaire. Par exemple, ils s'avèrent faire des choses comme faire pleuvoir ou communiquer à distance. Cette nouvelle fit éclater Jean de rire. Sangrim a montré à son maître le livre et le rubis. Il a dit qu'il avait reçu cet objet mystérieux du chef de la faction des mages de la région occidentale. Selon les magiciens, leur but ultime est l'alchimie. Qu'est-ce que l'alchimie? Et Sangrim lui a expliqué que c'est une méthode de combinaison de matériaux de bas niveau pour créer des matériaux de haut niveau. Comme transformer des pierres en or. Jean se souvenait que des escrocs de rue faisaient cela, mais Assassin lui a assuré qu'il y avait de vrais CAS de réussite. On dit que le but ultime de l'alchimie est d'entrer dans le royaume supérieur, et ce livre contient des méthodes, et la gemme est l'un des ingrédients. Jean demande ce que sont les royaumes supérieurs, et Wang leur rappelle que cela ressemble au monde légendaire des arts martiaux. Assassin dit que le messager Mac est venu avec lui et que nous devons l'écouter. Mulder, un représentant du corps des mages de la région ouest, entre dans la pièce. On lui demande s'il peut créer ce qui est décrit dans ce livre, quelque chose de fabriqué dans un royaume supérieur. Mulder répond que cela est possible en théorie, mais impossible en réalité. Jean est surpris que Mulder ait appris leur langue si rapidement. Mulder répond qu'il existe une méthode qui rend très facile l'apprentissage des langues étrangères. Dit que les sorciers étaient vraiment avancés en technologie. Il pensait qu'ils avaient perdu Sangri à cause de lui, parce qu'ils étaient faibles. Il pense que la magie est une force vraiment redoutable, et il n'arrive pas à croire que Mulder utilise parfaitement un tel pouvoir magique en lui-même. Il demande à Mulder « Pourquoi est-il impossible de produire des bijoux en pratique si c'est théoriquement idéal ?» Mulder répond qu'il n'y a pas d'énergie pour activer la porte. Mulder explique que la porte ouvre la chambre du plaisir, et que Jean peut penser à l'énergie vitale. Jean répond que cela ne posera aucun problème. Wang dit qu'il y a des femmes qui pratiquent. Ce sont des créatures qui séduisent les hommes et collectent l'énergie yang grâce à des techniques d'absorption. Jean veut vraiment rencontrer ces femmes, mais Wang lui conseille de garder son sang-froid, car de nombreux regards sont rivés sur lui. Jean demande à Mulder pourquoi il insiste pour exécuter des techniques impossibles à réaliser. Y a-t-il vraiment quelque chose de très précieux là-dedans? Mulder répond qu'il y a une possibilité. Selon les archives, il y a environ 100 ans, un jour, les triplés essayèrent d'ouvrir le portail. Ils disent qu'il fut un temps où ils dissipèrent l'énergie magique et où la porte était entr'ouverte. L'énergie totale nécessaire pour ouvrir la porte peut être obtenue si plusieurs magiciens se rassemblent. Le problème est que le pouvoir magique pur est requis, mais chaque personne a une nature différente du pouvoir magique. Jean comprend que l'énergie ne peut pas se mélanger en raison de la nature différente du pouvoir magique. Et Mulder répond que, s'il y avait 5 maîtres sorciers, cela pourrait être possible. Jean pense que Mulder a besoin d'un énorme pouvoir magique pour ouvrir la porte, et qu'il est impossible pour une seule personne de l'utiliser. Puis il se tourne vers Van, et il écoute attentivement son maître. Jean demande à Van de supprimer mentalement tous ceux qui se trouvent à proximité d'eux dans un rayon de 100 mètres. Van dirige son énergie mentale, et les gens commencent à partir. Le palais se vide très vite. Van rapporte que tout le monde est parti. Puis Jean dit qu'il ne reste plus que Jean et Mulder à moins de 100 mètres. Mulder est surpris que cet homme ait supprimé toutes les personnes en ce moment. « As-tu dit que c'était loin ?» demande Jean à Mulder. Mulder décide que c'est une sorte de blague,
mais reconnaît que c'est trop loin. Jin conseille à Mulder d'examiner de près la quantité d'énergie dont il dispose. Mulder regarde attentivement et ne comprend pas comment une seule personne peut accumuler un pouvoir magique aussi énorme. Il pense que s'il libérait un si grand pouvoir, son corps exploserait tout simplement. Jin dit qu'à un moment donné, avoir trop de force intérieure devient inconfortable. De plus, sa force intérieure ne se dissipe pas naturellement car la force de liaison est trop forte. Donc il le cache généralement bien. Sinon des gens ordinaires meurent. Jin demande si Mulder pense que cette énergie sera suffisante pour ouvrir la porte. Mulder est très surpris et pense qu'avant de libérer son pouvoir, Jin a scellé le pouvoir magique et que ce qui est apparu n'était que des restes après le scellement. Il est très surpris par la puissance du djinn. Il s'adresse au génie, l'appelant le chef de la secte, et convient que son énergie est suffisante. Jin demande pourquoi Mulder a soudainement commencé à le traiter de chef de secte. Habituellement, les mages l'appellent un être suprême. Mulder dit qu'il veut se consacrer à la Sky Demon Sect. Il pense que si quelqu'un a atteint le niveau maximum, alors comment Mulder peut-il choisir une voie différente et un leader différent? Le génie n'aime pas beaucoup ça. Et Mulder est surpris de voir qu'il est assis seul dans une immense pièce. Mulder se souvient avoir entendu dans les légendes que les gens pouvaient disparaître si soudainement. 1 an plus tard, un événement a lieu dans l'arrière-cour du palais du Dieu céleste. Mulder a terminé le portail. Il l'a fait avec les magiciens de la Magic Association. Mais tout. Ce que Jin voit, c'est une pierre précieuse. Il ne comprend pas comment cette pierre peut être un portail. Malter explique que les portes fermées sont invisibles et qu'un hôtel massif a été créé sous terre. Jin dit qu'il ressent une énergie étrange qui vient de cette gemme. Il ressent un mélange d'énergie positive et négative. Et maintenant, il demande à Mulder que doit-il faire. Mulder répond qu'il doit canaliser son pouvoir intérieur vers la gemme. Jin dit à tout le monde de s'éloigner, car l'expérience pourrait être dangereuse, et touche la pierre. Sous sa main, la pierre commence à briller d'une lumière vive. Le génie est enveloppé par des vagues d'une puissance énorme et un rayonnement brillant s'ouvre devant lui. Jin pense que lorsqu'il met autant de force intérieure, même le fer se brise en morceaux. Mais ce joyau n'a même pas tremblé. Sa fierté est blessée par le fait qu'il ne peut pas manipuler la pierre. Il renforce son énergie, la libère. Les gens qui regardent de loin. Ce qui se passe diffuse des sorts de protection pour éviter les blessures causées par ce flux de pouvoir. Ils n'arrivent pas à y croire. Mais l'être suprême des plaines centrales devient comme le dragon légendaire. La pierre ne peut pas résister à un tel flux d'énergie. Des fractures la parcourent, un énorme flux d'énergie avec lequel la pierre explose traverse les murs. L'énergie affluait comme un ruisseau, inondant le palais, la cour et tout ce qui l'entourait. Les gens n'en croient pas leurs propres yeux. Ils sont terrifiés, sans voix d'étonnement. Et enfin du succès. Le portail est terminé. Celui qui les a complétés est véritablement le chef de la secte. Le génie écoute avec plaisir les cris surpris des gens selon lesquels la secte des démons célestes gouverne réellement le monde. Il y a des débats houleux dans le palais de l'empereur. Sangrim se prépare déjà à partir en randonnée et dit à Jin qu'il se rendra d'abord à la porte. Jin ne comprend pas pourquoi Sangrim partira en premier, mais il lui dit qu'il croit fermement qu'il existe une autre civilisation au-delà des portes. Jin pense que cela est peut-être vrai, mais au-delà des portes, cela peut être dangereux. Il propose de trouver d'autres candidats qui seront les premiers à se présenter au portail. Sangrim déclare avec indignation qu'il s'est ennuyé après son retour de la région occidentale et qu'il veut vraiment de nouvelles aventures. Il demande vraiment à pouvoir passer en premier pour pouvoir passer un bon moment. Sangri est convaincu que si quelque chose de dangereux se produit, le chef de la secte viendra le sauver. C'est comme s'entraîner dans un camp de survie. Jin accepte finalement et souhaite à Sangrim un retour rapide et sûr. Les membres et disciples de la Heavenly Demon Sect respectaient Sangrim pour sa modestie et le fait qu'il n'avait jamais abusé de son pouvoir. Il était l'un des 3 membres de la secte des démons célestes qui étudiait avec le génie dans le camp de survie. Sans penser à rien, il franchit la porte et Jin espérait vraiment qu'il reviendrait sain et sauf. Mais 10 ans se sont écoulés et Sangrim n'est pas revenu. La Sky Demon Sect a tenté de rassembler des renforts supplémentaires pour sauver Sangrim, mais Jin était contre. Si c'est si dangereux derrière la porte, alors il est inutile de rassembler des gens plus faibles en arts martiaux que le Sangrin. Alors Jin l'a interdit à ces sujets. Après le départ de Sangrim, Jin se souvenait souvent de lui, de la façon dont ils se battaient ensemble, riaient et pleuraient ensemble. 80 années se sont écoulées sans aucune nouvelle de l'autre côté. Jin continuait à s'asseoir seul et à attendre. Maintenant, ses descendants dirigent la secte des démons célestes. Il a été laissé dans cette cour céleste vide sans amis proches. Il a atteint l'immortalité et est revenu dans un corps jeune avec une technique de rajeunissement, mais cela ne lui a pas apporté de joie dans sa solitude. Un jour, Jim se demandait quel genre de pierre tombale il aurait.
Et il ne supportait pas la solitude, et décidant de tout arrêter, il franchit la porte. Ce jour-là, le palais céleste a perdu son propriétaire. Gare de Séoul, Corée du Sud. Hiver. Les gens entendent quelqu'un tousser et se retournent. Devant eux se tient un homme qui raconte à quel point il est bon d'arriver dans le nouveau monde. Voici Jin Yoo-sung, qui est surpris de voir à quel point l'air est lourd dans cet endroit. C'est pourquoi il tousse tout le temps. Il se demande s'il y a ici une maison d'hôte décente pour se détendre, et il pense qu'il devrait aller dans un endroit où il ressentira beaucoup d'énergie humaine. Jean Husson aperçoit l'entrée d'une pièce. Il ne sait pas que c'est l'entrée du métro. Il rentre et regarde autour de lui. Il lui semble qu'il se trouve dans une magnifique et spacieuse maison d'hôte. Il y a des sans-abri qui dorment par terre, recouverts de couvertures et de journaux, mais le génie pense que ceux sont des draps de la plus haute qualité. Tous les sans-abri le regardent. Jin pense qu'il recevait autrefois un grand respect de la part des gens, et maintenant, il suscite des regards méfiants. C'est ceux qu'il ressentait avant de devenir le chef de la Heavenly Demon Sect. L'un des sans-abri s'accroupit devant le Jin, tandis que les deux autres se tiennent derrière. Le sans-abri regarde Jin et dit quelque chose, mais Jin ne comprend pas un mot. Jean Husson comprend qu'il faut d'une manière ou d'une autre établir le contact et se comprendre pour pouvoir parler. Puis il se souvient que Mulder lui avait parlé un jour de la technique d'apprentissage d'une langue étrangère. Il pense qu'il doit utiliser cette magie que Mulder lui a apprise. Le sans-abri est suspendu au flux du pouvoir magique. Jin lui pose une question s'il commence à le comprendre, mais le sans-abri est toujours accroché et ne dit pas un mot. Jin Yoo-sung commence à se mettre en colère et crie après le sans-abri. L'ignore-t-il vraiment maintenant? Le sans-abri reprend ses esprits et demande enfin à Jin d'où il vient et de quelle ville il vient. Jin demande si c'est vraiment la Corée, mais le sans-abri ne comprend pas. Qu'est-ce que le nom du pays a à voir là-dedans? Alors Jin demande à lui trouver un endroit où dormir. L'homme dit au génie qu'il comprend que le jeune homme est tout aussi sans-abri qu'eux. Il semble s'appeler Kwon Hyung. Jin dit qu'il a vécu 100 ans et qu'il est un super maître. Kwon Hyung commence à comprendre pourquoi ce jeune homme est sans abri. Il a probablement été souvent frappé à la tête. Il s'approche du salon principal et lui demande « Y a-t-il des sièges vides ?» Le principal, qui s'appelle Kim, répond qu'il en reste encore et pourquoi en a-t-il besoin. Kwon Hyung explique que Jin n'a nulle part où passer la nuit. Kim en est surprise. Kim demande si Jin est un cosplayer, et Kwon Hyung lui montre que le gars n'est pas tout à la maison. À l'heure actuelle, Jin utilise sa magie d'apprentissage des langues sur les sans-abri, et espère que s'il l'utilise sur un grand nombre de personnes, il pourra mieux comprendre ce qui se passe. Kim répond que les gens devraient s'entraider et invite Jin à s'asseoir à côté d'elle. Jin essaie de parler dans une langue qui ne lui est pas familière et n'est pas très doué dans ce domaine. Kwon Hyung pense qu'il fait semblant et crie que personne ne le dérangera ici. Kim conseille à l'arrière-plan d'arrêter de s'inquiéter pour ce type et invite le génie dans son cercle. Il s'intéresse à la santé de Jin car il l'entend tousser. Jin dit qu'il va bien. Il se sent juste un peu étourdi. Il se souvient de ce qu'on lui a dit sur la magie de l'apprentissage des langues, à savoir que c'est très fatigant, surtout si on l'utilise sur 5 personnes. Le problème de Jin n'est pas qu'il ait le vertige, mais que sa force intérieure a atteint ses limites. Il a perdu beaucoup de puissance rien qu'en franchissant la porte. Il se souvient de la tête du géant qui lui disait « Voyons si je peux fermer cette porte ». Il pense à ce que le géant savait quand il a prononcé ces mots. Kim dit au jeune homme qu'il s'appelle Kim In-chan et lui demande son nom. Il n'est pas à l'aise de dire son vrai nom à des étrangers et il dit qu'il s'appelle Wang-gu. Kim dit que ce nom sonne chinois et demande quel âge a le jeune homme. Jin répond qu'il a arrêté de compter lorsqu'il a eu 100 ans. Kim demande s'il en est sûr et Jin répond que ce n'est pas une blague. Kim pense que le gars qu'il a rencontré est intéressant et il se sent vraiment désolé pour lui. Il lui sert à boire et Jin dit qu'il n'a jamais bu d'alcool. Le Jin boit un verre d'un trait et est complètement ravi car il n'a jamais eu l'occasion de boire une boisson aussi sucrée et rafraîchissante. Kim regarde le gars et ne comprend pas ce qui ne va pas chez lui. Jin continue de boire avec les sans-abri et leur dit que cette boisson est probablement l'une des meilleures qui soit. Les clochards sont surpris car c'est l'eau grasse la moins chère que vous puissiez acheter. Jin demande aux sans-abri comment ils gagnent de l'argent s'ils pensent qu'ils peuvent boire un alcool plus délicieux s'ils ont plus d'argent. Les vagabonds lui répondent que s'ils savaient gagner de l'argent, ils ne seraient pas assis ici. L'un des clochards dit au génie que la meilleure façon de gagner de l'argent est d'aller à la porte et de se réveiller. Un autre ajoute qu'un gars de la gare de Yongsan s'est réveillé il y a quelque temps et qu'il a maintenant un tas de voitures étrangères. Jin demande à Kim de quelle porte parlons-nous. Y a-t-il vraiment une porte dans ce monde aussi? Kim répond qu'il y a une porte, mais qui l'a faite. Personne sur Terre ne le sait. Jin n'arrive pas à savoir s'il s'agit de la même porte que la sienne ou d'une autre. Kim demande « Pourquoi Wang-gu ne connaît-il pas toutes ces informations sur le monde ?»
Ne se souvient-il vraiment pas de sa vie d'avant? Jin continue de boire de la vodka et répond que c'est une très longue histoire. Cependant, Kim insiste pour que Jin lui dise tout. Jin s'assoit et commence l'histoire. Il était le prince de Corée. À partir de cette nouvelle, Kim s'est étouffé avec de la vodka. Jin a continué à dire qu'il était le plus jeune et qu'il était très loin du trône. Mais comme il respectait beaucoup son frère aîné, il a vécu sa vie sans aucun ressentiment. Une année, les soldats se révoltèrent et usurpèrent le pouvoir royal. Le frère de Jin a été tué. Jin traversa seul la frontière Ming, avec l'aide de plusieurs serviteurs. Mais ils furent capturés et vendus comme esclaves à des incendiaires des montagnes. Jenna ne pouvait pas comprendre si c'était de la chance ou un échec à ce moment-là. Il a été envoyé dans une école de combat, où si vous ne tuiez pas votre partenaire, vous ne dîniez pas. Sous la dynastie Ming, il existait une situation où les factions au pouvoir et celles de l'opposition s'unissaient pour résister à un culte démoniaque. L'endroit où Jin a été vendu était l'organisation secrète de Shondomoeng, Extinction Rebellion. Il y fut élevé comme une arme de massacre pour mettre fin à la guerre contre le culte démoniaque. La bataille a été brutale et le champ de bataille est devenu un site de destruction massive. Mais après quelques années, d'autres problèmes sont apparus. Le culte démoniaque s'est terminé d'une drôle de manière. Leur chef est décédé lors de son anniversaire et le clan s'est effondré en raison de conflits internes. Maintenant que le culte démoniaque a été détruit, l'arme créée à partir du génie n'était plus nécessaire pour détruire le culte. Ils pensaient que Jin était trop fort pour le garder en vie. Et ils ont décidé de détruire leurs armes plutôt que de risquer de le laisser en vie. Et ils sont venus vers lui avec l'intention de le tuer. Mais Jean Husson a décidé de ne pas accepter un tel sort, mais de se lever et de se battre. Lui et 13 de ses camarades ont fui le clan et ont vécu ensemble. Ils s'enfuyaient constamment et se battaient pour leur vie, et à la fin, seuls 3 d'entre eux ont survécu. Sangrim, Wangujin Yusung et Wang. Tous les 3 voulaient que la faction dirigeante soit ensemble. Ils ont aiguisé leur lame en absorbant ceux qui restaient du culte démoniaque. Ce fut la naissance du culte des démons célestes qui régnait sur la dynastie Ming et sur tout Murim. C'est ainsi que Jin termina son histoire, et nota que ses nouveaux amis étaient tellement touchés qu'ils ne pouvaient pas dire un mot. Les sans-abri écoutèrent l'histoire avec intérêt et pensaient que leur nouvelle connaissance racontait un nouveau roman d'un écrivain à la mode. L'un des sans-abri a demandé au génie de continuer, car il avait lu des romans sur les arts martiaux, mais il n'avait jamais lu de telles histoires. Il se demandait si le culte des démons célestes se vengeait de la faction dirigeante, et quelle était la force du personnage principal. Jin a crié que ce n'était pas un roman d'arts martiaux, il leur parlait de moments de lutte et de survie. Un jour, le sans-abri a rappelé au génie que s'il aimait la vodka, il lui préparerait une boisson qu'il aimerait encore plus. Il a sorti une bouteille de bière et a déclaré que la vodka avec de la bière était la meilleure boisson que l'on puisse boire. Après cela, le SDF espérait que Jean leur raconterait définitivement la suite de son histoire. De la vodka et de la bière étaient reversés dans le verre et le djinn avait hâte d'essayer une nouvelle boisson. Quand il a bu ce cocktail, il l'a vraiment aimé. L'endroit où étaient assis les sans-abri était éclairé par une lumière vive. Kim a crié qu'ils avaient donné à boire à leur nouvelle connaissance, et pourquoi y a-t-il une percée à la porte maintenant? Un flash lumineux a éclairé toute la zone. Des pierres sont tombées du ciel, tout s'est noyé dans une brume rose. Jin se demandait dans quel genre d'endroit il avait fini, et les gens qui étaient assis à côté de lui avaient également fini ici avec lui. Jin a noté que tout ici semble artificiel. Il n'y a pas d'objet naturel. Les sans-abri transportés par le djinn n'arrivaient pas à reprendre leurs esprits et ne comprenaient pas ce qui se passait, ni où ils se trouvaient. « N'est-ce pas une porte ?» a demandé l'un d'eux. Soudain, les gens remarquèrent que quelqu'un volait dans les airs. Jin était surpris que quelqu'un dans ce monde sache comment utiliser la lévitation. Un personnage est descendu du ciel et a dit que c'était très agréable de voir tout le monde ici. C'était le responsable d'essai de cette mission. Dick a poursuivi en disant qu'il souhaitait sincèrement féliciter les personnes qui ont élu la porte. Bureau de commandement et de contrôle de la succursale de Séoul, de SG Gate Security. Les travailleurs donnent un rapport sur tous les chiffres du gel. Il n'y a aucune anomalie dans les chiffres du gel dans divers domaines, rapporte-t-il au directeur Ji-Hoo. Mais dans la jungle, une figurine de gel du 9e niveau est découverte et le moniteur indique un danger. La panique grandit dans la salle. Le directeur est informé que le niveau de gel à la gare de Séoul a dépassé les 9. Le réalisateur ne comprend pas comment cela a pu se produire, car cela signifie que la porte a été franchie. Le responsable répond que cela ne s'est pas produit il y a 1 minute. Mais les capteurs l'ont soudainement détecté. C'est la gare de Séoul. Le directeur cherche à savoir qui est actuellement le plus proche de la gare de Séoul. Le système rapporte que Son Chang-soo, éveillé de classe A, vit près de la gare.
Le directeur ordonne d'appeler immédiatement l'éveillé et de lui dire de se diriger vers la porte. Il demande à ses subordonnés quel est le classement de la porte. Ils lui répondent qu'il s'agit soit du rang et soit du rang D. Jiwoo pense que si la porte n'est pas nettoyée à temps, elle libérera une énorme quantité d'énergie et explosera. La puissance de l'explosion dépend de la puissance de la porte et de sa progression. Si cette porte explose, des routes importantes près de la gare de Séoul seront détruites, toutes les lignes ainsi que les voies ferrées menant à l'aéroport seront paralysées. Bien pire s'il s'agit d'une porte de rang D, alors les commerces à proximité et le centre-ville peuvent être réduits en cendres. Les personnes les plus touchées par l'explosion seront les sans-abri, les employés de la gare et les passants du quartier. Oui, explosion. Il reste 4 minutes et son chansu n'aura peut-être pas le temps. Le directeur est informé que le portail est terminé et qu'il ne peut que prier Dieu. À ce moment-là, le personnage qui est descendu vers le peuple l'informe qu'il a été choisi par la porte, et le nombre actuel de participants est désormais de 15 214. L'une des personnes crie qu'elle ne veut participer à rien et s'indigne de ce que font les services de sécurité. Le chiffre suggère que désormais les gens doivent avancer, unir leurs forces et survivre pendant 7 jours. L'analyse du système commence. Après l'analyse du système, la figure invite les utilisateurs à ouvrir leur inventaire et à afficher leur fenêtre d'état. Il y aura une fenêtre de compétences dans la fenêtre système. Des onglets de niveau supérieur et une fenêtre de distribution de statistiques seront également disponibles. Kim dit que les civils se retrouvent rarement dans de telles circonstances. La fenêtre du système lui donne des informations. Kim Han-chan, niveau 1, endurance 12, force 13, agilité 4, force explosive 9, vitesse 6, régénération 3, résistance physique 13, résistance magique 0. Il n'y a pas encore d'objet, il peut sélectionner son objet préféré dans l'inventaire. Il n'y a pas de compétences et pas une seule rune n'a été appliquée pour la bénédiction. Kim lit ses compétences et se rend compte qu'elles sont légèrement supérieures à la moyenne. Jin examine ce qui est apparu près de lui et ne sait pas comment l'utiliser. Il y a des personnages étranges devant lui. Puis il lève les yeux vers la silhouette qui se lève et lui crie que le gars violet descende et l'aide à comprendre. Kim est choqué et ferme la bouche de Jin et tout le monde autour de lui crie de se taire. Kim crie que Jin ne devrait pas oser provoquer le manager et demande que Jin ne puisse pas lire ses données. Mais Jin n'écoute personne et crie au scélérat violet de descendre immédiatement. Le responsable dit que dans 10 minutes, vous devez sélectionner une arme dans l'inventaire et dans 30 minutes les attaques commenceront. Et il souhaite tout le meilleur aux gens pendant ces 7 jours. Il disparaît et les gens poussent un soupir de soulagement et Kim dit à Jin que s'il veut faire quelque chose de stupide, alors il devrait le faire loin de tout le monde. Tout le monde commence à rechercher de toute urgence des armes dans son inventaire. Le génie regarde dans la fenêtre de son système, qui lui indique qu'il ne lui reste que 10 minutes pour choisir une arme. Jin choisit une épée, mais il ne comprend pas pourquoi il a besoin d'une épée, et le système dit qu'il a choisi une arme pour lui-même. Kim demande pourquoi Jin a appelé le manager, et il répond qu'il voulait lui demander quelque chose. Kim se demande si ce type est vraiment complètement fou. Il le prend par la main et l'entraîne. Il dit que le génie doit rester à côté de lui. C'est le seul moyen de survivre. Certaines personnes pensent que vous ne devriez pas emmener le génie avec vous, mais Kim pourrait me permettre de le laisser mourir. Jin dit à Kim Enciano de ne pas s'inquiéter, car il pourra toujours le protéger. Et Kim est sûr qu'il y a un fou à côté de lui. Kim demande où se trouve l'arme de Jin, et Jin répond qu'il n'en a pas besoin. Kim veut donner un de ses bâtons à Jin, mais Jin refuse catégoriquement. Le système vous informe que l'attaque du premier jour est sur le point de commencer, et Kim insiste pour que Jin s'arme. Jin regarde le champ rempli de lumière rose et il voit une sorte de poussière apparaître de nulle part. Il lui semble que 500 personnes se dirigent vers eux. Mais lorsque les assaillants se rapprochent, il se rend compte qu'il ne s'agit pas de personnes. Chacune d'elles pèse plus de 120 kilos. Ils surpassent facilement les humains dans n'importe quelle catégorie. Kim suggère que ce sont des chimpanzés et son ami dit qu'ils sont de taille énorme et que s'ils se tenaient debout, ils pourraient mesurer 3 ou 4 mètres de hauteur. Les gens vont se battre et se remonter le moral en criant que ce n'est qu'une bande de singes. Les gens se rassemblent en groupe, Jin se tient avec un bâton sur l'épaule et pense que les muscles de CAS monstres sont beaucoup plus forts que les muscles humains et que nous devons trouver un moyen de détruire tous ces singes. Kim appelle Jin, qui est sur le point de quitter le groupe, et lui crie que ce n'est que dans le groupe qu'il pourra survivre. Mais Jin ne fait pas attention au fait qu'il lui crie dessus par derrière et se dirige vers le nuage en mouvement de singe prédateur. Le troupeau court, balayant tout sur son passage, et un génie apparaît sur son chemin, enveloppé dans un nuage bleu de puissance. Permettez-moi d'étendre la doctrine du culte des démons célestes à ces créatures grossières, dit Jin. Parmi les singes monstres,
Soudain, une sorte de mouvement commence. Une explosion se fait entendre et de nombreux singes s'envolent et commencent à saigner. Les gens qui se tiennent au loin ne comprennent rien à ce qui se passe. Les singes et leurs yeux commencent à briller d'un feu bleu. Ils ne comprennent pas qui est devant eux. À l'endroit où venait de se tenir l'homme qui s'est avéré être une proie facile, il y a un énorme cratère. Soudain, de quelque part au-dessus, une voix se fait entendre qui dit que la première doctrine est l'enseignement d'un culte démoniaque céleste. Dit que vous devez adorer les dieux célestes. C'est tout ce que Jin dit et se tient sur la tête du chef de la meute. Il saute gracieusement du singe et continue en disant qu'il représente les capacités physiques des singes. Et maintenant, il invite tout le troupeau à voir comment ils se comportent avec lui. Le jeune libère d'énormes quantités d'énergie, qui frappe le ciel avec un ruisseau bleu. Les singes le regardent avec horreur. Ils n'ont jamais eu affaire à ça. Avec cette énergie, Gina coupe le chef des singes en deux, et le reste du troupeau s'enfuit avec horreur. Dans la fenêtre système, le message niveau augmenté s'allume. Système de protection éveillé de premier niveau en fonctionnement. Le message suivant apparaît dans la fenêtre système. Après la prochaine augmentation de niveau, le système de protection cesse de fonctionner et fait une pause. Le troupeau entier s'est figé et Jin comprend que tout s'est passé parce que le système a affecté l'attaque et s'est arrêté. Le système demande au génie de distribuer ces 10 points dans un délai de 10 secondes, sinon ils seront distribués aléatoirement. Jin ne comprend pas ce qu'il devrait faire. Le système continue d'afficher des messages. Une erreur d'analyse s'est produite. Il est impossible d'estimer la valeur de capacité de la cible. L'analyse a échoué pour une raison inconnue. Le joueur recevra une valeur de capacité de niveau 1 jusqu'à CE que le système d'analyse commence à fonctionner normalement. Après l'installation, les statistiques obtenues en augmentant le niveau seront à nouveau appliquées. Le nom de Jean Husson apparaît dans la fenêtre des statistiques, mais tous les paramètres de force, d'agilité et d'endurance sont discutables. Le message suivant du système indique que les points ne sont pas distribués et sont désormais distribués de manière aléatoire. 4 points pour la force, 4 points pour l'endurance et 2 points pour la durabilité. Jin se rend compte qu'il est désormais éveillé, comme le disaient ces gens qu'il considérait comme fous. Sa force grandit. Lorsqu'il a vaincu le monstre à la porte, il s'est réveillé et son niveau a augmenté. Plus les gens gagnent, plus ils deviennent forts et meilleurs en tant que joueurs. Jin pense que cela ne lui sert à rien. Les arts martiaux qu'il a accumulés ne sont pas seulement la force physique. La seule chose qui peut s'éveiller, c'est lui-même. Cependant, son énergie est aussi douce que la nature elle-même. Et sa force peut être tout. Ce qui l'entoure. Le système signale qu'une erreur fatale s'est produite et Jin tient dans ses mains une énorme boule émanant de puissance bleue et conseille de ne pas la rejeter. Le système signale que les points ne peuvent pas être distribués en raison d'une erreur inconnue et écrit que le niveau du joueur est revenu à 1. Le système de défense de premier niveau éveillé sera désactivé, rapporte le système, et les yeux des singes recommenceront à briller d'un feu bleu. Le système signale que l'action de pause de l'attaque sera annulée et que les singes se précipiteront pour tuer la personne qui se trouve sur leur chemin. Jean Husson se déplace à grande vitesse et repousse l'attaque des singes. Le système devient complètement fou et soit augmente le niveau du joueur, puis crie à propos d'une erreur, puis ramène le joueur au niveau 1, puis ramène le joueur au niveau 1 à nouveau. Jean Husson se réjouit qu'en tuant seulement 4 singes, on puisse s'enrichir d'une expérience intérieure. Les singes s'arrêtèrent et eurent peur de s'approcher de cette chose anormale. Mais Jean Husson ne va pas interrompre la bataille si vite et court après les singes. Les gens ne peuvent pas voir ce qui se passe derrière l'épais nuage de poussière. Ils sont figés par anticipation. Le système de mots écrit dans la fenêtre à propos de l'incroyable première réussite, le joueur a tué à lui seul une centaine de guerriers. Le joueur a reçu la rune cauchemar de la tribu Nuka de niveau C. Avec cette rune, pendant les batailles, le joueur reçoit une augmentation de 30% dans toutes les caractéristiques. Un seul joueur a obtenu le premier succès. Vous pouvez utiliser jusqu'à 10 runes. C'est au joueur de décider d'utiliser ou non la rune. Le système demande au joueur s'il souhaite accepter la rune. Jin Yusung refuse la rune. Les fenêtres du système bloquent toute sa vue et cela l'irrite grandement. Il commence à agiter les bras pour faire tomber toutes ses fenêtres et crie qu'il ne s'en servira pas. Il n'a pas besoin de tous ces écrans, laissez-les partir. Le système n'abandonne pas. Il écrit que le joueur a fait preuve d'un jeu incroyable. Le système se réjouit et lui propose d'augmenter ses chances de survie grâce à l'exploit du joueur prestige. Le passage de la première vague sera assuré en exclusivité aux joueurs. Jin Yusung est en colère. Il n'a pas besoin d'une telle attention. Il n'a pas besoin de cadeaux du système. Mais le système active la partie cachée. Le joueur reçoit un cône runique qui prend soin de l'humanité depuis le rang. Gardien d'une personne de rang mythique,
le joueur reçoit une augmentation de 30% de toutes ses statistiques. Jean Husson pense que cette acquisition va l'aider à augmenter le nombre de monstres tués, et accepte ce prix. Les gens qui regardent tout cela sont très heureux, et que parmi eux il y a un joueur si fort, et ils ont tous survécu. Kim est très heureuse qu'ils aient un éveillé avec eux. Mais il y a un problème. S'il repousse toutes les attaques par lui-même, alors aucun des gens ne pourra se réveiller en quittant la porte. Les gens conviennent qu'ils doivent se réveiller et vivre dans la richesse, comme ce type Jang de la gare de Yongsan. Kim crie qu'ils peuvent tous mourir, donc il vaut mieux rester en vie que mort réveillé. Mais l'homme interrompt Kim et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il pense qu'il est difficile pour ce type de se battre seul tout le temps et que les gens doivent l'aider. Jin dit qu'il n'a aucune raison d'arrêter le combat qu'il a gagné de ses propres mains, mais cela ne le dérange pas si les autres se réveillent. Jin fait partie du grand nombre de singes tués et est très heureux de son succès. Il regarde les corps des singes et ne comprend pas qu'il y a réellement de l'énergie qui sort de leur corps. On dirait qu'ils fondent. Encore une fois, le système ne laisse pas le gars tranquille et lui dit que la dent de peinture du guerrier est très résistante aux forces extérieures et constitue un matériau durable utilisé dans la production d'armes. Il est possible d'obtenir une potion Berserker pour augmenter la puissance de combat. Jin est très irrité et ne sait pas comment se débarrasser de ces conseils système intrusifs. Il veut savoir s'il existe un moyen de se débarrasser de ce cauchemar. Le système informe que le joueur peut réinitialiser les fonctions de notification s'il le souhaite. Kim Yi s'approche de Jin Yusung et lui dit que l'éveil ne mène à rien, et c'est pourquoi il a dit à Jin de rester à ses côtés et de ne pas se battre. Mais Jin répond que parfois les gens risquent leur vie par ambition. Jin commence à rire et dit à Kim In-chano qu'il a promis de le sauver, et qu'il l'a sauvé. Kim demande à nouveau quel âge a Jin, et Jin répond qu'il n'a pas compté depuis qu'il a 100 ans, et qu'il ne sait donc pas. Kim demande à nouveau « Est-il vrai que Jin se faisait appeler le prince de Corée ?» Et Jean le confirme. Kim pense que c'est incroyable que Jin ait un pouvoir aussi énorme, mais comment est-il possible qu'il se soit réveillé tout en restant fou? Gina se plaint qu'il a très faim, et Kim répond que de la nourriture et d'autres articles de survie devraient être dans son inventaire. À ce moment, l'un des gens dans la foule s'excuse auprès du génie éveillé. L'homme demande que doivent-ils faire maintenant. Jin se demande pourquoi il lui demande cela et dit qu'il mangera lui-même toute la viande qu'il a préparée pour le déjeuner. L'homme ne comprend pas de quel genre de viande parle l'éveillé, et Jin explique que ce sont des monstres qu'il va manger. L'un des gens dans la foule lève la main et dit qu'il est un employé du gouvernement qui travaille à la station de métro de Séoul, et qu'il connaît donc les règles du département de sécurité concernant le travail avec la porte. Si des civils sont impliqués, l'éveil n'entraînera-t-il pas une augmentation de leur capacité de survie? Jin fronce les sourcils et répond qu'il n'est pas du tout réveillé. L'homme est surpris et n'arrive pas à croire que Jin ne fait pas partie des services de sécurité, et Jin lui demande s'il a déjà entendu parler des arts martiaux. Kim explique à l'homme que Jin n'est que leur ami qui a subi une petite blessure à la tête. Jin commence immédiatement à découvrir auprès de Kim qu'est-ce que cela signifie de se faire mal à la tête, et pourquoi Kim ne le croit-il pas. Et Kim comprend comment il est censé croire que son ami est de la dynastie Ming. Et puis Jin crie qu'il faut lui faire confiance parce qu'il a fait la porte. Il ne comprend rien du tout. Et sa tête tourne à cause de ce que ce type lui dit. Il fait une telle grimace que Jin se demande. Ce qui ne va pas avec la tête de son camarade? Ok. Accepte Jin, restons-en là et se tourne vers un homme de la foule. Et toi? Obéissant au cri de Jin, l'homme sort. Le génie lui dit de rester et de protéger les gens. L'homme ne comprend pas pourquoi il devrait faire cela. Jin dit que l'homme a entendu tout ce qu'il lui a dit et tout compris, car il est le seul éveillé ici. La foule se sépare, et les gens regardent avec étonnement un homme qui n'est pas différent d'eux. Comment le saviez-vous? Le visage de l'homme change instantanément. Jin répond qu'il ressent l'énergie qui traverse tout le corps de l'homme, et voit tout de ses propres yeux. L'homme dit que Jin est encore plus intéressant qu'il n'y paraît, et il est absolument vrai qu'il s'agit d'un être éveillé nommé Kang Sae-ren. Il est chinois, et, selon le traité de l'ONU, il ne peut pas s'immiscer dans les affaires des portes des autres pays. Jin dit à Kang que s'il lui dit de faire quelque chose, il devrait le faire. L'homme ne va pas obéir. Puis Jin pose sa main sur son épaule. Sa main est remplie de force. Il rit et dit que certaines interdictions ont-elles plus de valeur que votre propre sécurité. Jin dit à Kang qu'à partir de maintenant, il est le leader, et Kang remarque quelle main forte repose sur son épaule. Kang pense que le monde est immense et qu'il contient de nombreuses personnes fortes, mais combien d'entre eux sont capables d'entrer seuls dans la tribu Nuka, tuant des centaines de personnes comme au cours d'une promenade aléatoire. Il regarde Jin et voit que sa note est comparée à celle des joueurs les plus forts. Kang ne comprend pas comment personne ne le connaissait jusqu'à présent. Il se demande, serait-ce un joueur de haut rang qui a changé d'apparence?
Khan dit que si personne d'autre ne se réveille, il deviendra le leader. Jin part avec les mots que puisqu'il participera bientôt à une grande bataille, que Khan garde un œil sur tout le monde pour que personne ne se perde. Khan lui crie que les portes de Yeranga ou supérieures ne reçoivent pas d'aggro à partir du 2e jour. Mais Jin ne comprend pas du tout de quoi nous parlons. Khan reste et ne peut pas comprendre si Jin ne sait vraiment rien. Un messager volant apparaît dans le ciel et est sur le point de transmettre des informations sur la porte. La première lettre signifie la force du monstre qui apparaît à la porte. Si le rang du monstre était un peu inférieur, alors beaucoup pourraient se réveiller s'il était vaincu. Le chiffre au milieu indique la séquence des 3 missions de défense, d'attaque et de raid. La première est la mission défensive. Le dernier symbole indique le nombre moyen du nombre total de participants. Plus le nombre total de participants est petit, plus la difficulté de la tâche est élevée. Ils sont divisés en facile, moyen et difficile. S'il s'agit de la lettre C, alors la difficulté est moyenne par rapport au nombre de participants. Jin s'ennuie beaucoup en écoutant ces histoires. Il comprend à peu près ce qui se passe et bâille. Khan ne peut pas comprendre si Jin ne sait vraiment pas de quoi il parle ou s'il fait simplement semblant. « Quel est ton nom ?» il demande et Jin répond qu'il s'appelle Wangu. Kang explique qu'aujourd'hui est le premier jour, donc Agro Visvanu. Mais demain, il attaquera les gens. Et alors personne ne peut échapper à la bataille. Kang dit qu'il dirigera, mais Wangu doit affronter les monstres le plus rapidement possible. Jin répond qu'il est impossible de penser à une meilleure option. Jin se demande combien de monstres devez-vous tuer pour gagner et augmenter le niveau 3 ou plus. Mais pour chaque monstre, cette signification est différente. Kim se demande pourquoi Jin pose cette question, alors que tout a déjà été très bien expliqué. Kang demande pourquoi Jin continue de poser de telles questions. Ne le sait-il vraiment pas? Ou y a-t-il une autre raison? « Je suis réveillé », dit un homme de la foule. « Est-il difficile d'obtenir une note D ?» Khan répond que c'est très difficile. Khan continue de penser que même 2 éveillés sont totalement impossibles à franchir cette porte. Même si ce jeune homme fait preuve d'une grande force et franchit la porte, il y a une très forte probabilité que la plupart des civils meurent. Pendant ce temps, Kim montre à Jin comment trouver de la nourriture dans le système. La nouvelle est diffusée à la télévision, et le présentateur affirme que 5 jours se sont écoulés depuis l'incident survenu à la gare de Séoul, l'actuel centre logistique d'Asie. Les scientifiques ont prédit l'apparition de portes. Les portes qui sont apparues cette fois sont les premières portes sans rang au monde. Les experts affirment que, selon la déclaration des services de sécurité, la porte de la gare de Séoul est classée de rang D et que tous les participants sont des civils. Le présentateur demande combien de participants sont dans la porte. Le spécialiste répond qu'en raison du nombre important de sans-abri qui vivaient à la gare, le nombre exact de participants n'a pas été déterminé, mais le nombre estimé est de 200 à 230 personnes. Les gens regardent le journal télévisé dans lequel le présentateur pose à nouveau la question « Y a-t-il eu au moins un éveillé parmi les participants sélectionnés ?» Malheureusement, c'est la réponse. La probabilité de franchir la porte semble considérablement faible. Au cours des prochaines 48 heures, si ces personnes ne terminent pas la mission, la porte explose. Le directeur de la sécurité demande comment se passe l'évacuation des objets dans un rayon de 2 km autour de l'emplacement du portail. L'évacuation dans un rayon d'1 km est terminée, mais les personnes dans un rayon de 2 km refusent d'évacuer. Comme les preuves montrent que les explosions dans un rayon de plus d'1 km sont très rares, le réalisateur interrompt le reportage et dit que tout cela le rend fou. La vie des gens est en jeu, et les autorités supérieures n'apportent aucune aide. Le directeur dit à son adjoint que les journalistes devraient revenir le voir dans les 2 prochaines heures. Si vous commencez à envoyer des fax, des emails et des appels téléphoniques juste devant eux, la presse rédigera des articles sur l'ignorance des entreprises en matière de sécurité aux portes. Le directeur demande si l'identité des sans-abri qui vivaient à la gare de Séoul a été établie, et est-il vrai que le capitaine Kim In-chan a également franchi la porte? Oui, Kim In-chan, officier de l'armée à la retraite, 43 ans. Le capitaine Kim In-chan était un officier supérieur de la même unité militaire que le directeur de la sécurité. En raison de son sens de la justice et du fait qu'il ne pouvait pas tolérer l'injustice, il a été licencié, mais tous les anciens combattants de l'armée le respectent beaucoup. Le réalisateur dit que ce serait très bien si Kim pouvait diriger les gens et franchir la porte. L'adjoint dit qu'il n'y a aucune information sur l'homme qui portait des vêtements étranges et qui se trouvait à proximité du capitaine Kim. Le député pensait que ces vêtements aideraient à retrouver cet homme qui semblait sorti de nulle part. La caméra de vidéosurveillance ne montre pas son visage, ce qui est en soi suspect, et il existe divers autres aspects discutables.
Le directeur dit qu'il n'y a aucun moyen de le savoir, puisque toutes les personnes liées à l'incident ont franchi la porte. Tout le monde doit attendre 2 jours avant l'ouverture du portail. Le réalisateur suggère que peut-être que toutes les personnes à l'intérieur sont déjà mortes. Au fil du temps, on rapporte qu'il reste 25 minutes avant la fermeture des portes. Pour des raisons de sécurité, les journalistes sont évacués et continueront à diffuser grâce à des caméras de haute précision installées autour et à l'intérieur de la gare de Séoul. Les journalistes demandent à tous les citoyens de se joindre à eux dans la prière pour un miracle. Les réseaux sociaux discutent activement des événements. Il ne reste que 5 minutes avant la fermeture des portes. Le journaliste commence le compte à rebours. 4, 3, 2, 1. La porte émet une énorme quantité d'énergie bleue. Le directeur de la sécurité s'étonne de voir que le portail n'a pas explosé. Comment se fait-il que des personnes non préparées puissent franchir la porte durant des... Lors de l'émission en direct, les téléspectateurs discutent de la sortie d'un grand groupe de personnes par la porte. Kang porte le capitaine Kim sur ses épaules et pense que Wang Yu a vaincu presque à lui seul tous les monstres, puis a soudainement disparu en sortant de la porte. Ce n'est définitivement pas un rêve, pense Kan en franchissant le portail. Un hélicoptère survole la ville, et quelqu'un pousse une exclamation surprise de « Wow ». Le génie se promène dans les rues, regarde l'hélicoptère. Il ne comprend pas comment quelque chose comme ça peut exister. Kang Sae-ren a déclaré que franchir la porte était un miracle. Le génie a réussi à se débarrasser rapidement des tâches fastidieuses, mais il ne sait plus quoi faire ensuite. Il pense prendre le temps de gagner de l'argent et s'offrir quelque chose comme voler dans cette merveilleuse voiture volante. Et puis il voit devant lui une silhouette qui lui semble très familière. Est-ce vraiment du Sangrim? L'homme se retourne au son de son nom et demande qui l'appelle. Jin est très heureux d'avoir rencontré Sangrim, et Sangrim est très surpris d'avoir rencontré le chef de la secte ici. Jin dit que c'est lui, et combien il est heureux de voir son ami ici de manière inattendue. Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase, car Sangrim s'enfuit rapidement. « Comment oses-tu t'enfuir après m'avoir regardé ?» Jin crie avec colère et ajoute que maintenant son ami est mort. Il s'occupe du Sangrim en fuite et se rend compte qu'il ressemble à une personne ordinaire qui n'est généralement pas préparée aux arts martiaux. Dans le passé, si Sangrim tentait de s'échapper, il fallait beaucoup de force pour l'attraper. Jin pense que ce n'est peut-être pas du Sangrim, car même si les visages sont similaires, la silhouette et le ventre sont complètement différents. Sangrim court et regarde autour de lui pour voir si le chef de la secte le suit, et Jin se met déjà sur son chemin. Sangrin ne s'y attendait pas du tout et commença à trébucher. « Continuez-vous à pratiquer les arts martiaux ?» demande Sangrim. « Comment n'avez-vous pas perdu votre force intérieure ?» Jin demande à son ami comment il l'a reconnu, et s'est quand même enfui. Et Sangrim ne croit pas que devant lui se trouve vraiment le chef de la secte. Il réfléchit à ce qu'il devrait faire car s'il continue à courir ainsi, il mourra. Au milieu de la rue, il tombe à genoux, commence à se cogner la tête contre le trottoir et crie que le Seigneur démon céleste devrait gouverner le monde. Les gens se rassemblent et pensent qu'ils filment une vidéo pour les réseaux sociaux ou avec une caméra cachée. Sangri lui-même n'est pas à l'aise de s'incliner dans la rue à cet âge. Il essaie de se relever, mais échoue parce que la force intérieure du maître de secte exerce une pression sur son corps. Cela nécessite au moins une compréhension de base des principes impliqués. Sangrim demande au moins d'aller dans un autre endroit, où c'est plus calme et où l'on peut parler calmement. Ils ont pris place au café et se préparent à causer. Il est ici depuis 22 ans, et ils sont passés très vite. Il a presque oublié les plaines centrales, mais il ne peut pas oublier le visage du chef de la secte. La dernière fois qu'il a vu le leader, il avait l'air d'avoir environ 30 ans. Et maintenant, il ressemble à un adolescent. Jin exige que Sangrim lui donne de bonnes raisons pour son comportement, sinon il mourra ici aujourd'hui. Sangrim répond qu'il est effrayé par ces propos de son chef. Il s'empresse de trouver une explication plausible et dit qu'il pensait n'avoir vu qu'une illusion. Après si longtemps, il a vu la figure de son chef. Un jour, mais lorsqu'il étendit les mains, le chef disparut comme une fumée. C'était une illusion. Il éprouvait le stress de ne pas pouvoir retourner dans sa ville natale et le chef de la secte, figure symbolique qui représentait sa maison, apparaissait et disparaissait. Son psychologue a dit que l'évasion est la première étape sur le chemin de la guérison. Et depuis lors, chaque fois qu'il rencontrait un fantôme, il n'y prêtait pas attention et s'enfuyait. Jin écoutait Sangrim en silence, et Sangrim était heureux que son histoire ait fait impression. Il a ajouté que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu le fantôme pour la dernière fois, et que maintenant il traversait une période difficile. Jean pensait avoir rapidement appris la langue en utilisant la méthode de Mulder, mais Sangrim n'avait pas une telle expérience. Si vous parcourez le pays pendant plusieurs années sans connaître la langue ni avoir d'amis, vous pouvez tomber gravement malade. De plus, la perte des compétences en arts martiaux contribue à une rupture de la stabilité mentale. Jin continue de penser que le Sangrim actuel est complètement vide, comme un champ désert.
Le serveur s'approche d'eux et leur propose de passer une commande. Jin ne comprend pas dans quel endroit il s'est retrouvé et Sangram dit que c'est un café et que vous pouvez manger ici. Sangrim demande à Jin comment il connaît si bien le coréen et Jin lui rappelle la méthode de Mulder. Le serveur attend que les visiteurs passent une commande et Sangrim suggère de commander d'abord les boissons, puis de décider de la nourriture. Le génie regarde le menu. Le nom ne lui dit rien et il décide de commander le plat le plus haut du menu. Il pense que le meilleur plat est toujours écrit en premier. Il lui apporte une tasse d'espresso. Sangrim demande si Jin a déjà essayé l'espresso, et Jin ne comprend pas ce qu'il a devant lui. Sangrim est très intéressé par la façon de faire en sorte que son chef aime Coffee. Le génie chante depuis sa tasse, mais ne réagit pas du tout. Sangrim est surpris, car la première fois que vous essayez le café, vous ressentez généralement un goût amer. Et puis une voix se fait entendre dans sa tête, c'est Jin qui a une connexion télépathique avec lui. Jin dit à Sangri de ne rien lui dire, mais seulement d'écouter. Jin dit qu'il y a du poison dans la tasse et que quelqu'un a empoisonné la boisson. Jin continue de dire, en désignant le Coca-Cola commandé par Sangrim, qu'il y a du poison dans son verre et qu'il ne doit en aucun cas le boire. Sangrim est assis et ne peut pas prononcer un mot avec étonnement. Et Jin exige qu'il cligne des yeux 2 fois s'il est empoisonné et ne peut pas bouger. Finalement, Sangrim soupire de soulagement et dit que ce n'est pas du poison. C'est exactement le goût des boissons. Jin insiste sur le fait qu'un instant après la première gorgée, son cœur a commencé à battre plus vite. Sangrim explique que ce n'est que l'effet de la caféine. Finalement, Sangrim demande au génie s'il a un logement dans cette ville. « Bien sûr », répond Jin. Et à la question « où ?», il pointe du doigt Sangrim. Sangrim est horrifié à l'idée que son chef veuille vivre avec lui. Il crie que c'est impossible et qu'il trouvera lui-même une maison où Jin sera à l'aise. Jin rit et dit pourquoi il est mal à l'aise de vivre seul, alors qu'il peut vivre à merveille avec un subordonné. Sangrim supplie le leader de changer d'avis. Jin rit en réponse et dit qu'alors Mystery suivra son subordonné et entrera dans sa maison. Et personne ne peut l'arrêter. Sangrim pense qu'il est condamné et ne peut pas être sauvé, parce qu'il ne sait pas comment sa femme et sa fille réagiront au fait qu'il amène un garçon de l'autre côté dans la maison. Il dit à haute voix qu'il était très heureux de rencontrer son chef. Le lendemain matin, une jeune fille est assise dans une salle de classe et regarde par la fenêtre. Elle pense à la façon dont les frères de Randé se sont purifiés sans éveiller les gens. 12 camarades de classe discutent du même sujet et disent qu'il y a eu 40 personnes qui sont mortes. Et ils ont entendu dire qu'il y avait un être éveillé non divulgué d'un niveau élevé. La fille pense que ce joueur a peut-être acquis une défense runique inhabituelle ou une compétence qui l'a aidé. Elle ne peut pas imaginer de quel genre d'être éveillé de haut niveau il s'agit. Le ministre du département de gestion éveillé est indigné par la situation actuelle. Il dit que la politique de l'ONU stipule que les personnes qui s'éveillent sont considérées comme associées au pays dans lequel elles s'éveillent. Pourquoi est-il nécessaire de cacher l'identité des personnes éveillées ? Les services de sécurité tentent-ils de monopoliser les éveillés ? Il demande une explication au directeur Khan. Tous les gens qui sont sortis de la porte ont dit qu'un garçon malade mental avait vaincu à lui seul des milliers de monstres. Et d'autres ont dit qu'il y avait un Chinois éveillé, mais qu'il n'avait pas participé aux batailles. À partir du 2e jour, les monstres attaquaient constamment les gens, et les gens se battaient également. Mais le garçon inconnu s'est battu plus que quiconque et a tué presque tous les monstres. Le directeur Han pense que puisque ce garçon a fait l'essentiel du travail, seules 22 personnes ont réussi à profiter de l'occasion de se réveiller. Parmi les 178 survivants qui se sont échappés de la porte de Randé, 156 sont des civils ordinaires. Il y a de grandes chances d'être condamnés au niveau international si les faits sont diffusés de cette manière. On soupçonne que les responsables de la sécurité du portail trompent le public en décrivant les personnes éveillées comme des civils ordinaires. Le directeur des services de sécurité continue de penser que l'existence d'un garçon nommé Vanur est incroyable, et les Chinois éveillés sont les seuls à pouvoir croire à leur emplacement. Tous les problèmes ne seront résolus que lorsque le capitaine Kim Han-chan se réveillera. À ce moment-là, Jin Yoo-sung et Sangrim continuent de s'asseoir dans le café et demandent ce qui est arrivé à l'Empire Ming lorsque Jin l'a quitté. Jin répond qu'ils régleront le problème eux-mêmes, et Sangrim est surpris que Jin ait quitté l'Empire sans dire un mot. Si le maître de la secte part soudainement comme ça, alors le reste des gens sera plongé dans la confusion. Une voix se fait entendre dans la tête de Sangrim, qui dit que tout le monde est mort sauf Jin Yoo-sung. Sangrim ne comprend pas comment c'est arrivé. Y avait-il vraiment une guerre ? Ou une épidémie ? Jin répond qu'il n'y a pas eu de guerre ni de peste, que tout le monde a vécu une bonne vie puis est mort. Il rappelle à Sangrim qu'il a vécu encore 90 ans juste après son départ, et que tous ceux qui vivaient avec eux à la même époque sont simplement partis. Un par un,
Leurs fils et petits-enfants sont restés à proximité, mais tout était différent et plus comme avant. Les descendants le considéraient comme une divinité. Sangrim comprend qu'il est le seul à être resté aux côtés du chef de la secte et que 22 ans seulement se sont écoulés pour lui. Elle dit que même si plus de 90 ans se sont écoulés, le maître a l'air très bien et est devenu beaucoup plus jeune. Finalement, leur conversation devient animée. Ils se souviennent du passé. Sangrim demande au chef de la secte de conserver les pouvoirs qu'il avait lorsqu'il dirigeait les plaines centrales. Jin dit que c'est une longue histoire et qu'il a partiellement perdu ses forces, mais qu'ils reviennent déjà. Avec ces mots, il crée une petite boule d'énergie dans sa paume. Sangrim a complètement perdu ses forces, ce qui restait était dispersé dans tout son corps, et maintenant il vit comme une personne ordinaire. Il demande à Jin s'il y a une chance qu'il puisse à nouveau améliorer ses compétences, et Jin pense que c'est tout à fait possible. Mais dans cette ville, l'énergie est très boueuse, et il n'est pas rentable de la cultiver. Jean suggère de trouver un endroit calme et propre et d'y accumuler de l'énergie. Et lorsqu'assez d'énergie s'est accumulée, Jean aidera à la filtrer. Sangrim en est très heureux, et le même Jin rapporte qu'il vivra chez Sangrim. Sangrim demande à Jin si le maître de la secte a déjà rencontré une personne étrange à l'intérieur du palais du dieu céleste. Sangrim a continué en disant que c'était comme un rêve brumeux, donc il s'en souvient vaguement, mais il a rencontré quelqu'un. Et tout ce dont il se souvient, c'est que ses compétences lui ont été retirées. Jin dit qu'il a également rencontré ce type, mais qu'étrangement, il l'a oublié. Mais Jin continue que tout son pouvoir ne lui a pas été retiré, mais qu'il l'a utilisé lors de la confrontation avec ce type. Cependant, bon nombre de ses compétences n'ont pas été restaurées après la bataille. Sangrim n'arrive pas à croire que Jin Huson se soit également battu contre ce type. Il dit que bien sûr, il était plus faible que le maître de la secte, mais qu'il était un artiste martial expérimenté qui n'avait que quelques rivaux dans les plaines centrales. Et son adversaire vida sans effort son esprit combatif, comme s'il s'agissait d'un simple souffle. Plusieurs fois, Sangrim songea qu'il se battait avec Dieu. Jin ne le pensait pas parce que Dieu ne pouvait pas perdre contre lui au combat. Jin se souvient que son adversaire épuisait ses compétences. Il a donc dû le combattre jusqu'à la mort. Il avait le sentiment d'avoir lutté pendant un mois entier sans manger ni dormir. Et il a définitivement gagné. C'est ce que lui a dit son adversaire. Il a dit que si vous me tuez, vous irez dans les profondeurs éternelles des enfers. Et puis il a demandé si Jean Huson envisageait de mourir avec lui. À cela, il a répondu que les problèmes complexes doivent être résolus étape par étape, mais pour l'instant, il commencera par tuer son adversaire. L'ennemi lui a demandé si telle était sa véritable intention, et a également demandé « Est-ce pour cela que j'ai perdu ?» Ensuite, Jin Yusung a pensé que son adversaire n'émanait aucune émotion. Il semblait qu'il transmettait simplement des informations. Dans ce cas, il pensait qu'il y avait une forte probabilité que l'homme dise la vérité. Ce qu'il a entendu n'a probablement pas été dit par hasard. Il se souvint de la prophétie. Cet espace de perte ne peut être traversé qu'en perdant la partie la plus précieuse de soi-même. Vous avez le choix. Vous perdre et 10%, ce n'est rien. Cela semble mauvais, oui. Ou perdre 90% de rien et 10% de vous-même. Puis il a décidé que ce n'était qu'un bavardage vide de sens et que cela n'avait absolument rien à voir avec lui. Alors la prophétie a retenti. Les premiers qui passeront se sauveront complètement. Je vais voir si tu peux fermer la porte. Jin dit qu'il ne se souvient pas des détails et qu'il ne peut tout raconter que de manière très fragmentaire. Il se souvient que son épée Inmel a alors disparu et que le génie s'est demandé où elle était passée. Épée Inmiol. Une épée divine symbolisant tous ceux qui sont des démons célestes. L'épée elle-même n'est pas liée à l'effet des démons célestes, mais Jin Yusung, qui dirigeait le corps de survie, l'a reçue lorsqu'il a absorbé les restes de l'école des démons. Le trophée le plus remarquable était cette épée. Jin regrette la perte de l'épée, car c'était la seule épée au monde. Et maintenant, Jin ne peut pas utiliser l'énergie de l'épée car il n'y a pas d'épée à proximité. Sangrim dit qu'à la fin, le maître de la secte a perdu 90% de son énergie d'épée et de son énergie interne. Et qu'est-ce qui constitue 10% supplémentaire? Jin répond que son énergie interne est presque complètement épuisée. Les deux ont besoin de restaurer leur énergie, et Jin demande à quoi Sangrim l'utilisera lorsqu'il la restaurera. Sangrim répond que la première chose qu'il fera est de laisser pousser ses cheveux. Car avec l'âge, il a commencé à devenir chauve. Il espère vraiment qu'avec le retour de l'énergie, ses cheveux pousseront aussi. Sangrim demande comment le chef de secte a restauré son énergie, et le chef de secte regarde avec horreur le crâne chauve de son camarade. Lorsqu'il a vaincu les monstres aux portes de la gare de Séoul, ils l'ont récompensé avec de l'énergie interne. Sangrim demande qu'est-ce que cela signifie que le maître de la secte a vidé la gare de Séoul. Jin répond qu'il a fait cela pour augmenter le niveau d'énergie interne. Sangri dit que la première chose à faire est d'aller faire du shopping au magasin,
Que vont-ils acheter? Jean Husson est intéressé. Il faut que tu achètes de nouveaux vêtements, répond Sangrim et demande si Jean Husson s'appelait par son vrai nom. Jim répond qu'il s'est présenté comme étant gagné où. Sangrim comprend qu'avant que le gouvernement ou les services de sécurité ne retrouvent le maître de la secte, ils doivent s'échapper très rapidement. Mais ils ne remarquent pas la caméra qui capture leur visage. Éveillés. Ce sont des personnes dotées de pouvoirs spéciaux et de capacités physiques qui dépassent la moyenne des gens. Ce sont eux qui combattent le mal. Par conséquent, les personnes éveillées constituent une ressource humaine précieuse. Le gouvernement et les entreprises comme les services de sécurité leur offrent de nombreux avantages et des moyens de vie confortables. Cependant, cela ne s'applique qu'aux éveillés qui respectent les règles et réglementations du gouvernement et des services de sécurité. Jean Husson est une bonne personne, mais cela ne veut pas dire qu'il obéira à qui que ce soit. Il demande pourquoi il devrait rejoindre les services de sécurité. Il n'en veut pas du tout. Si l'éveillé ne coopère pas avec les services de sécurité, alors il essaie de les embaucher secrètement. Jean est indigné d'être harcelé par ceux qui n'ont jamais combattu. Que se passe-t-il lorsque Jean Husson, un homme qui n'a suivi les règles de personne, rencontre les services de sécurité toujours au contrôle? Les membres de la guilde sont sévèrement battus. Le directeur Han envisage de faire pression sur les proches de Jin. Sera-t-il capable d'y résister et sur lequel des proches de Jin devrait-il faire pression? Sangrim a dit qu'il était la seule personne qui doit protéger son leader et sa famille pendant que le leader s'habillait dans la cabine d'essayage. Jin a noté que les vêtements de ce monde sont faits de matériaux très intéressants. Voyant plusieurs boîtes dans les mains de Sangrim, il pensa que c'était aussi pour lui. Mais Sangrim expliqua que c'était ceux que sa fille avait demandé. Jin demande quel est le nom de sa fille, et Sangrim dit qu'elle s'appelle San So-young. Jin imagine que sa fille ressemble à son père, mais Sangrim dit que sa fille est très belle, et les gens autour disent qu'elle ressemble à Miss Corée. Jin répond qu'il est fier de Sangrim, qui a perdu ses arts martiaux, s'est retrouvé dans un pays où personne ne le comprenait, mais a pu fonder une famille et vivre une vie décente. Il demande si son ami a un travail maintenant. Sangrim dit qu'il est président d'une grande entreprise de construction et qu'il travaille très dur. Jean Husson comprend que s'il a un camarade président, alors il a de l'argent. Sangrim répond qu'il ne manque pas d'argent et demande ce que Jin veut acheter. Jin dit qu'il a besoin d'un ordinateur. Il y a quelque temps, dans un café où se rendaient Sangrim et Jean Husson, le serveur remarque que de la fumée sort de l'ordinateur portable de son patron. Le patron rapporte qu'il en est conscient. Le patron ne comprend pas pourquoi l'ordinateur portable a pris feu. Le serveur dit qu'il y avait aussi une tache sur la table, et le patron décide que tout cela est à cause de la porte de la gare de Séoul. Sangrim affirme que le génie n'a pas besoin d'un ordinateur, mais d'un smartphone, et promet de l'acheter. Jin demande également de la vodka et de la bière A qu'il a essayé à la gare. Sangrim rit et dit qu'il achètera à son chef autant de vodka et de bière qu'il le souhaite. Alors Jin demande une autre faveur, et Sangrim accepte de lui acheter tout ce qu'il demande. Jin montre un hélicoptère volant, et dit qu'il veut que Sangrim l'achète pour lui. Sangrim espère que son ami parle d'un modèle réduit d'hélicoptère, et lui propose de monter au grand magasin. Mais Jin assure qu'il a besoin d'un véritable hélicoptère. Sangrim dit que l'hélicoptère est trop cher, et Jin commence à se mettre très en colère. Il est scandalisé que Sangrim veuille rompre sa promesse. Sangrim promet qu'il achètera un hélicoptère plus tard. En attendant, il décide de rentrer chez eux, et Jin veut que Sangrim lui raconte sa vie. Sangrim promet qu'un jour il vous le dira certainement, mais pour l'instant vous devez inventer une histoire. Pourquoi un jeune homme inconnu s'installera-t-il dans sa maison? Ils se rendent chez Sangrim, et Jin est surpris par le genre de maison que possède son subordonné. Il dit que si Sangrim a de l'argent, pourquoi a-t-il une si petite maison? Sangrim déclare avec indignation que les maisons de cette taille sont considérées comme immenses, et qu'il n'est pas nécessaire de les comparer avec un palais du royaume de Men. Jin ne comprend pas pourquoi son ancien subordonné est si en colère. Il dit qu'il n'y a pas de honte à avoir une petite maison, il suffit d'essayer de gagner plus d'argent. Sangrim devient encore plus en colère. Finalement, il se ressaisit et invite Jin à entrer, mais demande à respecter la chaîne de commandement et à parler à tout le monde avec respect. Le jardin paraît un peu exigu au génie, mais il n'en reste pas moins très agréable. Sur le seuil, ils sont accueillis par l'épouse de Sangrim, Yoo Hye-young, qui remarque que son mari a amené un invité. Sangrim dit que c'est son neveu, et Jin Yoon-seo tombe à genoux et dit à sa tante qu'il est ravi de la rencontrer. Sangrim est horrifié par le comportement de Jin. Sa femme est également très surprise. Sangrim dit que désormais leur neveu vivra avec eux. La femme est d'accord et dit qu'il n'y a aucun problème. Elle dit qu'elle ne peut pas se détourner du parent de sang de son mari. Sangrim se sent libéré du stress et se sent bien. La femme de Sangrim voit le génie dans la maison et dit qu'il doit dire à son cousin que sa cousine vivra dans leur maison.
Sangrim pense qu'il a beaucoup de chance d'avoir une femme aussi compréhensive. « Merci chérie, je serai un mari merveilleux », dit-il mentalement. En ce moment, sa femme pense que son mari pense vraiment qu'elle est si naïve et qu'elle croira tous ses mensonges. Comme c'est mignon. Yoo Hee-young demande à son mari « Quel âge a notre neveu ?» Jin est sur le point de dire 100. Comment Sangrim l'interrompt et lui dit que son neveu a 18 ans, tout comme sa fille. La femme répond que c'est très gentil. Elle pense que son neveu devrait aller dans la même école que Seo-yoon, mais son mari ne comprend pas de quelle école elle parle. La femme dit à Jin que son nom de jeune fille est Yoo Hee-young, mais son neveu ne devrait pas être officiel et il peut simplement l'appeler tante. Ils entrent tous ensemble dans la maison. Jin suit toutes les règles de la décence, se met à genoux, s'incline et dit qu'il comprend tout, et sa tante rit et répond qu'il doit arrêter de s'incliner. La tante laisse les hommes seuls dans la pièce et dit que maintenant elle va amener sa fille. Quand elle part, Sangrim commence à réprimander Jin pour être si officiel, et la femme peut comprendre qu'il lui mente. Il demande à Jin d'être moins formel et de parler poliment, et il est préférable d'imiter le Sangrim. Yoo Hee-young monte au 2e étage et pense que son mari lui disait qu'il a perdu toute sa famille dans un gros accident, et qu'il a grandi dans un orphelinat. Et soudain, son neveu surgit de nulle part. Aujourd'hui, son mari est président d'une grande entreprise de construction, mais lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois, il était un constructeur ordinaire. Après être devenu président, il a changé. Mais avant cela, il ne savait pas ce qu'était le café, et il se comportait comme s'il venait d'une autre culture et n'avait pas de connaissances de base sur les coutumes naturelles des Coréens. Un jour, 3 éveillés de bas niveau, qui se sont disputés avec la sécurité, se sont emparés d'un chantier de construction et ont pris en otage plusieurs bâtisseurs. Son mari a vu ce qui s'est passé, et lui, armé d'un seul bâton, neutralisa les 3 éveillés. Lorsque la police a emmené les personnes arrêtées, elles ne pouvaient pas croire qu'une seule personne les avait vaincus. Et son mari a dit que ces gens ne savaient pas comment utiliser leurs capacités comme ils le devraient. Depuis lors, Yoo Hee-young a observé attentivement son mari et a découvert qui il était. Elle est absolument sûre que son mari vient du Nord. Il est né en Corée du Nord. Au début, elle était inquiète, mais il a complètement rompu ses liens avec la Corée du Nord et a commencé à vivre une vie de famille normale. Elle regarda son mari qui parlait à un jeune homme et continua de penser qu'il était fort possible que ce garçon soit un espion nord-coréen. Il peut aussi être avec le fils d'un ancien camarade du mari, mais il peut aussi s'agir d'un véritable parent, bien qu'il n'ait aucune similitude. Pendant ce temps, Jin Woo-sun a demandé à Sangrim comment il se faisait qu'il soit le chef de la maison, mais il doit demander la permission de sa femme pour que son neveu puisse vivre avec lui. Sangrim a répondu que beaucoup de choses avaient changé depuis la dynastie Ming, y compris la position des femmes. Il n'y a plus de roi ni d'empereur maintenant. Alors Jin demanda qui dirige alors le pays. A répondu que toutes les quelques années, les gens élisent un soi-disant roi. Jin a déclaré avec confiance que les gens choisiraient celui qui protégerait leur vie. Sun Scream était d'accord avec lui et pensait qu'il serait très difficile d'expliquer la structure politique au Seigneur Démon Céleste. Il l'a laissé pour plus tard. Il vient de dire que désormais les opinions des autres sont respectées et que le système s'appelle démocratie. Elle est profondément enracinée dans ce monde. La même chose se produit à la maison. L'opinion de toutes les personnes vivant dans la maison doit être prise en compte. La femme de Sangrim regarde tout cela d'en haut, écoute la conversation sur la démocratie, et est de plus en plus convaincue que ce type vient de Corée du Nord, parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'est la démocratie. Sangrim dit au génie qu'il doit encore l'avertir de quelque chose. « Ne plaisante jamais avec ma fille », grogne l'homme d'un air menaçant. « Elle ressemble à ma femme, donc elle est très belle. » Jin a déclaré qu'il n'approcherait pas la fille des propriétaires de la maison. Mais Sangrim n'aimait pas l'expression de son visage, car il avait déjà vu cela de la bouche de son chef bien plus tôt. C'était il y a longtemps, ils ont été attaqués par une grande armée. Le commandant de l'armée a appelé Jean Husson, le chef d'une secte démoniaque qui perturbe la paix sur terre. Jean Husson parut et le commandant lui ordonna de s'agenouiller et de montrer son respect à l'empereur. Jean Husson fut très surpris qu'on lui propose de s'agenouiller, et il avait exactement la même expression sur son visage que maintenant lorsqu'il disait qu'il avait promis de ne jamais approcher la fille de Sangrim. Il ne comprenait pas du tout pourquoi il devait l'approcher. Sangrim s'est rendu compte que le patron ne considère pas du tout sa femme comme belle et pense aussi à sa fille. Bien que sa fille ait reçu des cartes de visite d'une agence artistique juste en marchant dans la rue et que son père ait entendu toute son école faire la queue pour lui dire qu'il l'aimait trop bien. Mais le Seigneur Démon Céleste jugeait la beauté féminine selon les canons de la dynastie Ming. Sangrim commença à s'inquiéter beaucoup pour sa femme et sa fille, d'autant plus que Jin ne croyait pas vraiment que la femme de Sangrim était belle. Jin ne comprenait pas du tout pourquoi son ancien subordonné menait cette conversation. Il a dit qu'il ne juge pas les gens uniquement sur leur apparence.
Il vit que Sangrim commençait à se mettre en colère et lui rappela qu'il parlait de manière si irrespectueuse aux aînés, car Sangrim n'avait plus que 50 ans. Sangrim a répondu qu'il se souvient qu'il parlait à un monstre centenaire. Il a dit que sa femme est une très belle femme, que les normes de beauté ont beaucoup changé maintenant et qu'elle ne peut pas être jugée selon les normes de beauté de la dynastie Ming. Jin baissa les yeux et dit qu'il comprenait tout. Ensuite, Sangrim a demandé à Jin d'admettre haut et fort que sa femme était belle, mais Jin n'a pas pu le faire. Il lui semblait qu'il était en prison et qu'il était interrogé par un directeur strict. Mais il ne peut pas mentir et dit que sa femme a un visage très désagréable, puis le directeur lui crie de sortir de chez lui. Tout cela a instantanément traversé la tête de Gina, et il décida de ne pas aggraver la situation et dit à Sangrim que tout se passerait comme il le souhaitait. Il veut que Gina ne s'approche pas de sa femme et de sa fille, et Gina ne le fera pas. Aéroport de Qingdao, Liu Qing. Kang Saren s'approche de l'homme assis sur la chaise et s'excuse de l'avoir fait attendre. L'homme assis dit à l'homme qui s'est approché de lui que s'il ne se trompe pas, devant lui se trouve Kang Saren, un éveillé de rang A, coréen de mer, et qu'il a participé à la conquête de la porte de la gare de Séoul. Peut le confirmer. Il dit qu'il a simplement participé accidentellement à la conquête de la porte. L'homme à qui il parle est Wolson, le chef des services de sécurité chinois. Il demande à Khan quelle était la force du prince et quel était approximativement son niveau. Khan dit que si ses suppositions sont correctes, il devrait y en avoir plus de 200. Wilson répond que le niveau maximum pour une note élevée est de 100 et non de 200. La seule chose étrange chez lui, c'est qu'il ne connaît rien du système. C'est une hypothèse absurde, mais il pourrait s'agir d'un cadre supérieur ayant perdu la mémoire, estime Khan. Wilson pense que c'est complètement impossible. Wilson dit à Kang Soren qu'il est désormais le 5e candidat à l'équipe administrative de sécurité humaine. L'équipe n'est pas encore constituée, mais sera organisée prochainement. Khan est étonné par cette nouvelle. Les responsabilités de cette équipe comprenaient des activités de destruction, de manipulation, de corruption et d'assassinat. C'est l'un des postes les plus importants, et Khan estime qu'il n'est pas digne d'un tel honneur. Wilson lui dit que l'objectif de l'équipe est de 5. Il y aura un prince inconnu, et le prince est assis et regarde la télévision dans la maison de Sangrim, et ne se doute de rien. Au début, il pense que ce sont des photographies accrochées au mur, puis il se rend compte que les images bougent.